Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fascine Hollywood depuis qu'Hollywood existe. Un sujet qu'Hollywood a traité aussi bien à travers des comédies, des biopics, des mélodrames, des films noirs, des comédies musicales, des films néo-noirs, des thrillers historiques, voire même à travers des métafilms chelous. Vous l'avez sans doute deviné, ce sujet qu'Hollywood adore traiter, eh bien c'est évidemment Hollywood, California, home of the magical talking picture. A mecca of entertainment, Hollywood has always been known as a land of romance and a sparkling beacon for a life of glamour. Si l'histoire d'Hollywood commence modestement en 1910 avec le tournage de In All California de D.W. Griffith, il aura fallu seulement une petite dizaine d'années pour que le nom de ce qui n'était à l'origine qu'une petite bourgade de Californie ne devienne quasiment synonyme de cinéma pour une grande partie du public, et qu'à ce titre, le microcosme des studios, avec ses stars, ses réalisateurs et ses producteurs, ne devienne lui-même un sujet potentiel de film. En 1923, on dénombre déjà pas moins de 3 films sur le sujet, Mary of the Movies, Souls for Sale et le bien nommé Hollywood. Après tout, on a souvent présenté Hollywood comme la matrice des mythes américains modernes. Il est donc logique qu'Hollywood se soit attelé à écrire sa propre légende. Bah oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. De la même façon, il était tout à fait logique que les frères Coen s'emparent à leur tour du sujet. Eux qui n'ont eu de cesse de revisiter les mythes et les archétypes américains, qu'il s'agisse de la figure du white trash, de celle du gangster, du self-made man, du cowboy ou encore du chanteur folk. Et comme les frères Coen ne font pas les choses à moitié, ils y ont consacré les 2 films radicalement différents qui vont nous intéresser aujourd'hui, Barton Fink et Ave César. Comme je le disais, Barton Fink et Ave César sont des films très différents, ne serait-ce que par leur jeunesse respective. Lorsqu'il sort en 1991, Barton Fink est le 4e film réalisé par les frères Coen. Mais son script a en réalité été achevé avant celui de leur 3e film, Miller's Crossing, une histoire de guerre des gangs à l'époque de la Prohibition. Avec sa large galerie de personnages et ses multiples fils narratifs, le script de Miller's Crossing s'est avéré tellement complexe que les 2 frangins ont ressenti le besoin de faire une pause en plein milieu du processus d'écriture, d'une part pour prendre un peu de recul par rapport à l'histoire, d'autre part pour se lancer dans un autre projet plus simple qui leur permettrait de renouer avec une forme de spontanéité créative. C'est ainsi qu'ils écriront le script de Barton Fink en à peine 3 semaines avant de retourner bosser sur Miller's Crossing, et donc qu'ils avaient un script prêt à être tourné à la sortie de Miller's Crossing. Situé en 1941, Barton Fink raconte l'histoire d'un auteur new-yorkais qui est recruté par un studio hollywoodien suite au succès critique de sa première pièce de théâtre. À peine débarqué à Hollywood, on lui demande d'écrire une histoire pour un film de série B. Bullshit! We do not make B pictures here at Capitol. Mais ce qui devait être un simple scénario de commande va pourtant se révéler une tâche impossible pour Barton Fink, qui n'arrive pas à voir au-delà de ses ambitions artistiques. Alors que le studio attend de lui un script simple et efficace à propos d'un prolo qui surmonte les difficultés de son quotidien grâce à la lutte, lui veut créer une œuvre qui transcende son sujet et sublime le quotidien des gens ordinaires pour en faire un art authentique imprégné par le réel. Le problème, c'est que Barton Fink est un intellectuel new-yorkais complètement déconnecté de la réalité des classes populaires. Comme le montrent ses relations avec son voisin d'hôtel, un simple représentant en assurance nommé Charlie, sa vision des prolos est pleine de mépris de classe et de condescendance. Il s'imagine être capable de dépeindre leur quotidien grâce à ses talents d'artiste, mais il n'est pas capable d'écouter lorsque Charlie essaie de lui raconter quelques anecdotes qui pourraient lui servir de matière première. I don't guess this means much to you. Hell yeah, I could tell you some stories. And that's the point, that we all have stories. Lorsque Barton Fink est projeté à Cannes en 1991, les frères Coen ne sont pas encore les figures incontournables qu'ils sont à l'heure actuelle, et la critique a encore beaucoup de mal à cerner ces drôles de cinéastes qui ont enchaîné un film noir à petit budget, une comédie absurde avec des white trash et un élégant film de gangster. De son côté, le public a certes fait un très bon accueil à Arizona Junior, mais il s'est poliment désintéressé de Miller's Crossing. C'est donc à la surprise de pas mal de monde que Barton Fink récolte pas moins de 3 récompenses à Cannes, meilleur réalisateur, meilleur acteur et la Palme d'Or. Il faut dire que le film s'inspire assez ouvertement de Roman Polanski, qui était président du jury, et en particulier de films comme Répulsion ou Le Locataire. Du coup, même si le succès cannois ne s'accompagnera pas d'un succès public, il contribuera largement à entériner la légitimité artistique des frères Coen et à faire d'eux des réalisateurs importants. Ce qui nous amène donc à Ave César. Sorti en 2016, c'est le 17e film des frères Coen. Depuis Barton Fink, les 2 frangins se sont non seulement attirés les faveurs du public grâce à des comédies comme The Big Lebowski ou Oh Brother,
mais ils ont également gagné leur galon d'auteur, respecté par la critique, pour des films comme The Barber, No Country for Old Men ou Inside Llewyn Davis. Et contrairement à Barton Fink dont l'écriture fut extrêmement spontanée, les prémices de Ave César remontent à 1999. C'est lors d'une discussion avec George Clooney sur le tournage de O Brother qu'ils évoquent une idée de scénario mettant en scène un acteur de théâtre un peu ringard qui essaie de monter une pièce de théâtre sur la Rome antique au milieu des années 20. Mais il faudra attendre 2013 et la sortie de Inside Llewyn Davis pour que les Coen s'attellent sérieusement au projet et décident de changer complètement de contexte pour s'intéresser au Hollywood de 1951. Le film suit donc les mésaventures d'Eddie Mannix, le principal homme de main d'un studio hollywoodien, dont le travail consiste à s'assurer que rien ne vienne entraver la bonne marche du studio. En l'espace de 2 jours seulement, Mannix va devoir étouffer la grossesse hors mariage d'une starlette, gérer l'incompatibilité artistique entre un réalisateur et un acteur, Would that it was Or a soulful. sample. You could say soulful, rueful, soulful. Would that it was us. Would that it was a sample. Why are you doing this? Would that it was a would that Just keep still. arranger une amourette entre ce même acteur et une jeune actrice, obtenir l'approbation de chefs religieux concernant le scénario d'Ave César, un péplum à gros budget sur les débuts du christianisme, et surtout, gérer l'enlèvement de Baird Whitlock, la star principale du film, par des scénaristes communistes. Le tout en maintenant à distance aussi bien 2 éditorialistes avides de scandale qu'un représentant de l'industrie aéronautique qui essaie de le débaucher. It's complicated. Dans Barton Fink, l'environnement hollywoodien est anxiogène. Les relations humaines y sont toujours imprégnées d'une menace latente. Le climat de la Californie est à la fois suffocant et moite, et les personnages sont presque toujours en train de transpirer. Le sound design met régulièrement l'accent sur les aspects les plus répugnants de la physiologie humaine. La photographie vaguement désaturée et les décors à moitié délabrés contribuent à une atmosphère de déréliction omniprésente. Et le climax du film assimile littéralement Hollywood à un enfer dont Barton Fink devient le prisonnier pour l'éternité. A l'inverse, les couleurs de Ave César sont éclatantes. L'Hollywood dépeint par le film est un univers chatoyant, peuplé par des créatures au physique parfait. Contrairement à Barton Fink où les tournages constituent à multiplier inlassablement les prises où des corps obscènes répètent des mouvements violents et grotesques, les tournages de Ave César sont des ballets parfaitement chorégraphiés. Même si Hollywood présente une face moins reluisante, celle-là même qu'Eddie Mannix a la lourde tâche de garder secrète, on est loin de l'enfer de Barton Fink, c'est même tout le contraire. Avec Ave César, les frères Coen tracent un parallèle direct entre le cinéma et la religion et décrivent Hollywood comme un panthéon romain, voire une sorte de paradis. En effet, les éléments qui rapprochent le cinéma de la religion sont omniprésents dans Ave César. On peut citer par exemple le nom du studio fictif pour lequel travaille Eddie Mannix, Capitol, qui est à la fois le nom du studio pour lequel travaillait Barton Fink, mais aussi le nom de la colline où se situait le temple de Jupiter à Rome. Il y a aussi le ballet aquatique, représentant l'actrice Deanna Moran comme une déesse de l'océan, ou encore les moments où Eddie Mannix se trouve dans sa foi catholique, un moyen de surmonter ses doutes concernant l'industrie hollywoodienne. The inner voice that tells you what's right. It comes from God, my son. Yeah, I got it. That's his way of saying that. Yeah, I got it. D'ailleurs, le fait que le titre du film des frères Coen reprenne celui du péplum tourné par Baird Whitlock invite à rapprocher leurs protagonistes respectifs. Dans un cas, Eddie Mannix retrouve sa foi dans le cinéma. Dans l'autre, le général romain interprété par Whitlock finit par embrasser le message du Christ. De la même manière, le montage provisoire du péplum indique que les images montrant la figure divine n'ont pas été tournées, et le film des frères Coen évite tout aussi soigneusement de montrer le patron du studio Capitol, faisant de ce dernier la divinité transcendante qui règne sur le studio. À la fin des crédits, les Coen s'amusent même à indiquer que le film ne contient aucune représentation de l'aspect suprême de Dieu, conformément à l'interdiction énoncée par le rabbin interrogé par Eddie Mannix. You realize, of course, that for we Jews, any visual depiction of the Godhead is most strictly prohibited. Oh. Les Coen jouent ainsi sur la polysémie du terme Godhead, qui désigne à la fois l'aspect transcendant et ineffable de Dieu dans la mystique juive, et plus littéralement la tête de Dieu, ou du patron du Capitole dont on ne voit pas le visage. Enfin, à la fin du film, les monologues du général romain et de la voix off utilisent la même expression. A new truth. A truth beyond the truth that we can see. A truth beyond this world. A truth told not in words but in light. But the story of Eddie Mannix Who do we call first? will never end. New York first. Time to check in with Mr. Skank. For his is a tale written in light everlasting. Dans un cas, il s'agit évidemment de la lumière divine irriguant le christianisme naissant. Et dans l'autre, de la lumière du projecteur éclairant l'écran de cinéma. Difficile de faire plus explicite comme rapprochement. Par ailleurs, s'il y a un élément maléfique dans Ave César,
Il ne se trouve pas du côté d'Hollywood, mais plutôt du côté de l'entreprise d'aviation qui cherche à débaucher Mannix. Lorsque son représentant montre à Mannix l'accomplissement dont il est le plus fier, la réaction de Mannix est pour le moins biblique. Shouldn't be telling you this. It's the real world. Hydrogen bomb. Fusion device. Armageddon. Mais alors, comment expliquer la différence radicale entre le point de vue de Barton Fink et celui d'Avé César? Est-ce que les Coen auraient complètement changé d'avis sur Hollywood au cours de leur carrière? Eh bien en fait, non. Au contraire même, on peut déjà signaler que les frères Coen avaient déclaré dès la sortie de Barton Fink que le film ne reflétait pas leur expérience à Hollywood. Et de fait, la suite de leur prolifique carrière montre qu'ils n'ont jamais eu trop de mal à tourner des films. Même à leur début, lorsque leurs films n'étaient pas forcément rentables, ils ont pu compter sur le soutien de Joel Silver qui a financé la production coûteuse du Grand Saut, malgré les recettes décevantes de Barton Fink. Mais plus fondamentalement, Barton Fink et Avé César véhiculent en réalité la même vision d'Hollywood. Et si les deux films se présentent sous deux aspects différents, c'est parce qu'ils épousent avant tout le point de vue de leurs protagonistes respectifs. Pour résumer, la différence entre Barton Fink et Avé César tient donc à la différence radicale entre Barton Fink et Eddie Mannix. Barton Fink est un intellectuel de la côte Est, se voit avant tout comme un artiste au service de grands idéaux esthétiques et politiques. Et malgré ses grands discours sur l'importance des gens ordinaires, la seule perception qu'il en a repose sur des clichés. Strange as it may seem, Charlie, I guess I write about people like you. The average working stiff, the common man. Well, ain't that a kick in the head? Yeah, I guess it is. Au début du film, on comprend même que sa pièce à propos d'une famille de poissonniers est avant tout appréciée par la bourgeoisie new-yorkaise et par la critique du Herald Tribune, un des journaux les plus prestigieux et publiant régulièrement des tribunes d'écrivains. Bref, son histoire sur des gens ordinaires est en réalité encensée par des gens qui ne connaissent pas plus que lui la vie des gens ordinaires. Pire encore, les clichés que Barton Fink associe aux gens ordinaires sont imprégnés d'un mépris de classe inavoué. À demi-mot, il suggère que Charlie ne saurait avoir une vie de l'esprit similaire à celle de l'intellectuel qu'il est. You know, in a way, I envy you, Charlie. Your daily routine, you know what's expected. You know the drill. My job is to plumb the depths, so to speak. Ce mépris de classe s'étend également au cinéma, et en particulier à Hollywood. D'ailleurs, de son propre aveu, il ne va pas au cinéma. Well, to be honest, I don't go to the pictures much, Mr. Lipnick. En fait, l'atmosphère putride qui imprègne le film Barton Fink se veut moins une image fidèle d'Hollywood que de la façon dont la perception de Barton est conditionnée par ses a priori. Lorsque le film associe le représentant en assurance et le décor, en montrant le même genre de fluide visqueux qui s'écoule de l'oreille de Charlie et des murs de l'hôtel, c'est pour bien montrer à quel point Barton assimile les deux, les gens et le médium lui-même, aux clichés généralement associés aux classes populaires. La saleté, la décomposition, la transpiration, les infections, etc. etc. Barton Fink se retrouve donc dans la position inconfortable de devoir écrire pour un médium qu'il méprise. En fait, le principal problème d'Hollywood aux yeux de Barton Fink tient dans son manque inhérent d'authenticité. Barton est obsédé par l'idée de produire un art authentique qui transmet des vérités profondes. Pour lui, l'art n'a de valeur que s'il est ancré dans le réel. Spouting off again, but to put it in your language, the theater becomes as phony as a $3 bill. Well, I guess that's a tragedy right there. Et comme sa perception d'Hollywood est celle d'un environnement où tout est artificiel, où les interactions sociales sont complètement dépourvues de sincérité, il est normal qu'il s'y sente mal à l'aise. Jusqu'au moment où il apprend que son mentor, l'écrivain W.P. Mayu, n'est pas l'auteur des scripts et des romans qu'il a signés. Well, Bill was always the author, so to speak. What do you mean, so to speak? Cette révélation marque un point de rupture pour la psyché de Barton. Le film va alors basculer pleinement dans le fantastique, comme si Barton était lui-même en train de sombrer dans la folie. À partir de ce moment, Hollywood devient le lieu où l'imposture corrompt même les auteurs les plus talentueux, c'est-à-dire rien de moins que l'enfer sur Terre aux yeux de Barton, un enfer dont il est désormais prisonnier. You're under contract, you're going to stay that way. Anything you write is going to be the property of Capitol Pictures, and Capitol Pictures is not going to produce anything you write. Not until you grow up a little. Pour écrire Barton Fink, les frères Coen se sont inspirés du film Les Voyages de Sullivan de Preston Sturges, sorti en 1941, c'est-à-dire l'année où se situe l'action de Barton Fink. Dans Les Voyages de Sullivan, un auteur-réalisateur de comédie à succès, John L. Sullivan, décide soudainement que la comédie n'est pas un genre digne de son talent et se met en tête de réaliser un drame social adapté d'un roman sur la Grande Dépression. Le problème, c'est que Sullivan est un pur produit de l'élite intellectuelle américaine qui n'a jamais connu la réalité des classes populaires. Pour remédier à cela, il décide de partir explorer les États-Unis sans un sou en poche. Après de nombreux rebondissements, il finira par comprendre que les comédies qu'il méprisait sont un réconfort bien plus grand pour le public que n'importe quel drame social, et abandonnera donc le projet d'adapter le roman. Au passage, j'en profite pour signaler que Barton Fink n'est pas le seul film des frères Coen à faire référence au Voyage de Sullivan, puisque le roman que celui-ci veut adapter s'intitule justement O Brother. Et tant qu'on est à digresser,
On peut aussi faire un parallèle avec le cinéaste emblématique du cinéma intellectuel français tel qu'il est dépeint dans l'excellent film de Michel Hazanavicius, Le Redoutable. Il faut que vous fassiez des films avec Belmondo, il est bon lui, il est marrant en plus. Vous devriez en faire d'autres avec lui. Ok, et ben dépenserai alors. Mais revenons-en à Barton Fink et à Sullivan. Le personnage de Barton Fink a donc les mêmes ambitions et les mêmes aspirations que celui de Sullivan. Sauf que contrairement à Sullivan, Fink restera prisonnier de sa vision personnelle et étriquée de l'art. L'Hollywood infernal de Barton Fink n'est donc pas un jugement des frères Coen sur Hollywood, mais plutôt la condamnation de l'étroitesse d'esprit de leurs protagonistes. A l'inverse de Barton Fink, Eddie Mannix n'est pas un artiste. Il n'a aucune prétention intellectuelle. Son boulot est de gérer les aspects les plus terre-à-terre de la production de films pour s'assurer que rien ne vienne entraver la bonne marche du studio. Et à ce titre, il est au courant de tous les subterfuges, de toutes les combines, de tous les artifices nécessaires pour entretenir l'usine à rêve. Mais aux yeux de Mannix, tout cela n'enlève rien à la valeur intrinsèque du cinéma. Tout comme pour Sullivan à la fin du film de Sturges, pour Eddie Mannix, le cinéma a de la valeur parce qu'il apporte du bonheur aux gens. Another movie. Another portion of balm for the ache of a toiling mankind. Mais il a aussi une valeur transcendante qui ne saurait être remise en question. D'ailleurs, lorsque Baird Whitlock lui présente sa vision marxiste du cinéma, où les films du studio ne sont que des instruments au service du capitalisme, sa réaction ne se fait pas attendre. You're gonna go out there and you're gonna finish Hail Caesar. You're gonna give that speech at the feet of the penitent thief and you're gonna believe every word you say. You're gonna do it because you're an actor and that's what you do. Just like the director does what he does and the writer and the script girl and the guy who claps the slate. You're gonna do it because the picture has worth and you have worth if you serve the picture and you're never gonna forget that again. C'est là toute la différence entre Barton Fink et Eddie Mannix. Malgré son intellect et sa culture, Barton Fink est incapable d'envisager que le cinéma et l'art en général puissent avoir une dimension transcendante. Pour lui, l'art n'est rien de plus que l'ensemble des œuvres d'art. Et si ces œuvres sont imparfaites, si elles sont le fruit d'impostures, si elles essaient de tromper le public, alors c'est la notion d'art elle-même qui est corrompue. C'est pour ça que l'industrie hollywoodienne est une entreprise démoniaque aux yeux de Fink. C'est pour lui une énorme machine qui détruit même la notion d'art. De son côté, Eddie Mannix se croit fermement dans une forme transcendante du cinéma. Pour lui, le cinéma dans son essence la plus pure est quelque chose qui dépasse les genres, les auteurs et les acteurs. C'est quelque chose d'intangible qui ne saurait être réduit à un corpus de films. C'est le miracle même de pouvoir raconter des histoires avec de la lumière, et rien ne peut entacher ce miracle. Pour illustrer la foi inébranlable de Mannix, les Coen ont une fois de plus recours au parallèle entre le cinéma et la religion. Pour éviter que la grossesse de l'actrice Diana Moran ne vienne ternir son image de jeune femme célibataire et donc chaste, il met sur pied une entourloupe juridique qui doit permettre à l'actrice d'adopter officiellement l'enfant dont elle va accoucher en secret. Aux yeux du public, Diana Moran sera donc mère tout en étant vierge. On aurait pu croire que son implication dans ce qui est une réinterprétation pour le moins iconoclaste de la Vierge Marie aurait poussé Mannix à remettre en cause sa foi dans le catholicisme ou dans l'industrie cinématographique. C'est le contraire qui se produit. Il sait pertinemment que ce qui est montré au public est une pure supercherie, mais pour lui, cette supercherie reste le vecteur de vérité essentielle mais cachée. Et c'est probablement cette vision du cinéma qui motive les frères Coen eux-mêmes et irrigue leur œuvre. Dès le début de leur carrière, les deux frangins se sont amusés à mentir sur leurs rôles respectifs. Ils ont ainsi longtemps prétendu que Joel s'occupait de la réalisation et Ethan de la production, alors qu'ils étaient tous les deux réalisateurs. Ils ont aussi inventé un monteur fictif, Roderick James, pour signer le montage de leurs films. Même avec A.V. César, ils ne se privent pas de prendre des libertés avec la vérité historique. En l'occurrence, le véritable Eddie Mannix était loin d'être un bon père de famille dévoué à son métier. C'était plutôt un véritable salopard prêt à tout pour étouffer les pires scandales. De la même façon, le complot des scénaristes communistes est une inversion complète de la réalité du Hollywood des années 50, où les sympathisants communistes étaient implacablement blacklistés. Pour jouer le mentor des scénaristes pro-soviétiques, les Coen ont même choisi la figure d'Herbert Marcuse, un philosophe farouchement critique de l'Union soviétique, qui avait même travaillé de 1943 à 1950 pour l'OSS, le prédécesseur de la CIA. C'est notamment pour cela que A.V. César, peut-être plus que tout autre film des frères Coen, s'apparente littéralement à une profession de foi. Faith! Faith! Oh, damn! Going again. Isn't it, They changed it. Yeah, most of them, man. All right. De nombreux mysticismes religieux postulent l'existence d'une réalité transcendante et ineffable, ou d'un mode d'existence au-delà de la compréhension humaine. La réalité physique ou le monde sensible que nous pouvons percevoir ne serait donc que des aspects incomplets ou imparfaits de cette réalité transcendante. Dans la Kabbale juive, on a ainsi l'En-Sof, dont les séphiros sont les différentes émanations. Chez le mystique musulman Sohrawardi, on a le monde des formes en suspens, dont la réalité concrète est une manifestation. Dans l'hindouisme, on a Vishnu, le principe suprême qui s'incarne en différents avatars pour agir sur le monde matériel.
Les frères Coen semblent donc appliquer cette logique au cinéma, et leur penchant pour le mensonge ou l'irrévérence est un moyen de rappeler aux spectateurs que la vérité du cinéma ne se trouve pas dans ce qu'ils voient à l'écran. Si on commence à croire que les films définissent complètement le cinéma, alors on commence à penser comme Barton Fink que les films doivent obéir à certaines règles, qu'ils doivent se conformer à des genres, qu'ils doivent respecter des dogmes. Et on passe à côté de l'essentiel. Ce que viennent nous rappeler les Coen, c'est que l'essence du cinéma tient dans sa capacité à raconter des histoires sans contrainte de réalisme, de forme ou de véracité. Le cinéma est l'art de raconter des histoires avec le matériau le plus malléable et intangible qui soit, la lumière. Et c'est donc ça la véritable magie du cinéma. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et à nous laisser un commentaire. Vous pouvez aussi la partager sur les réseaux sociaux et nous suivre sur Twitter ou Facebook. Et puis si vous êtes d'humeur généreuse, il y a toujours notre page Tipeee. Et on en profite pour remercier chaleureusement nos généreux contributeurs. A bientôt!